Merci donc aux personnes qui nous reçoivent, aux personnes qui ont organisé cette journée. Il m'a été demandé de traiter donc de la question de à qui appartient le corps. Et finalement, le propos se tiendra sur le passage, tout simplement, pour la matière juridique, du respect de la volonté au respect du corps. Alors, répondre à la question posée par ce colloque implique de dissocier nature et régime juridique sur un instant donné que sont les obsèques, c'est-à-dire que le droit va aborder différemment le corps du défunt selon que les obsèques n'ont pas encore été réalisées et organisées, d'une part, et d'autre part, une fois finalement que le corps a rejoint sa sépulture, quelle que soit la forme, qu'il s'agisse d'une inhumation ou d'une crémation. Monsieur Laribe a accepté de traiter cette seconde partie, c'est-à-dire le corps dans la sépulture et après l'inhumation ou la crémation. Je vais prendre en charge finalement le corps du défunt avant qu'il ait rejoint cette sépulture. Alors, en droit, les choses sont finalement relativement claires ou relativement simples. On a une logique relativement binaire, puisque en droit, on a des choses et des personnes. La personnalité juridique, le fait que l'on soit une personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, se traduit là encore matériellement de façon assez triviale, puisque finalement, une personne, c'est quelqu'un qui possède un patrimoine, et on arrive à définir finalement la personnalité juridique à travers cette capacité d'avoir des droits et des obligations juridiques, à la différence d'une autre catégorie que sont les choses, et les choses n'ont pas ces éléments. Alors évidemment, on comprend bien que l'être humain, avant sa naissance, est qualifié par le droit de chose. Une fois qu'il est né, il devient une personne, et avec la mort, cette personne devient en quelque sorte une chose, avec évidemment des problèmes particuliers qui ne rentrent pas quelque part dans les cases du droit. Et évidemment, on songe par exemple au problème des enfants sans vie qui n'auront jamais eu ce passage au cap de personnes et qui seront une chose et qui demeureront une chose, avec la nécessité d'en appréhender le décès et d'en appréhender évidemment les obsèques, mais ça fera l'objet d'interventions par d'autres personnes bien plus compétentes que moi en la matière. Sur le droit de la chose, le cadavre, on ne se pose pas trop de questions, c'est effectivement la fin de la personnalité juridique. La personne perd et sa vie, et sa personne juridique, et son patrimoine, perd à peu près tout. Il peut encore faire quelques actes de la vie courante, si j'ose m'exprimer ainsi, mais il y a peu de choses. Néanmoins, effectivement, on sait que le droit, de façon très accessoire, accepte le mariage posthume. Le droit, de façon très accessoire, accepte la filiation posthume, mais la personne morte, finalement, a juridiquement disparu. Alors évidemment, la matière que nous traitons est assez lourde et assez grave. Les exemples que je vais aller chercher en droit ne sont pas toujours extraordinairement plaisants, mais nous avons eu quelques décisions assez importantes. Notamment, j'ai trouvé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2009 où s'est posé un problème très particulier, et je rebondis évidemment sur les propos de M. Leguet. La responsabilité, qui a effectivement une signification importante en philosophie, en religion, elle a aussi une signification importante en droit. Et là, malheureusement, il s'agissait de connaître le responsable d'un dégât. Un appartement avait causé un dégât à l'appartement d'en dessous, sauf que naturellement, c'était au moment de la canicule de 2003, et c'était effectivement un corps qui, par sa décomposition, avait abîmé cet appartement sous l'appartement où le défunt était décédé, et malheureusement sa fille ne l'avait retrouvé, comme beaucoup de personnes au moment de cette canicule de l'été 2003, que tardivement. Et donc
le juge a été amené à traiter de cette question, et c'est assez abominable puisque on a vu la Cour d'appel de Paris essayer de ne surtout pas répondre à la question posée et s'est arrangé pour finalement utiliser la notion de trouble anormal de voisinage. Donc un corps qui, par l'effet de la nature, finalement, redevient ce qu'il est essentiellement, 80% d'eau et 20% de matière organique. Finalement, ce corps a créé un trouble anormal de voisinage et sera condamné comme responsable sa fille. Et sa fille sera condamnée comme responsable parce qu'en tant que fille unique, elle est, au regard du droit successoral, envoyée en possession de cet appartement. Et donc le juge évite bien de répondre au sujet, bien entendu, mais qu'on le veuille ou non, il s'agit bien d'une responsabilité causée d'un immeuble à un autre immeuble, et on est véritablement ici sur l'affirmation. Alors, on ne le dit pas, c'est une affirmation tacite, mais en droit on dit souvent plus de choses en se taisant qu'en les affirmant. On a effectivement une chose. J'ai trouvé un deuxième arrêt, là encore, pas terrible d'un point de vue humain, mais un corps est mal conservé dans une chambre mortuaire, à une époque où on appelait ça la morgue ou voire l'amphithéâtre, et donc le corps est mal conservé et la famille retrouve son défunt dans un état de putréfaction avancé, et là l'hôpital se fait condamner, et se fait condamner tout simplement sur un problème de garde finalement des choses. On a dû conserver le corps, et finalement c'est un contrat de dépôt au même titre qu'un contrat de dépôt que vous auriez pu avoir avec une banque, avec un garde-meuble. Et donc on est véritablement, au niveau des juristes, pris dans cette approche binaire. C'est une chose, ça n'est plus une personne, et donc on va devoir appliquer ici la responsabilité, la nécessité pour le gardien de la chose de la restituer en bon état. On a tout de même quelques jurisprudences où le cadavre est effectivement expressément qualifié. On a un tribunal de grande instance de Lille le 26 novembre 1998, on a une cour d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2003 qui utilise cette expression assez particulière en nous expliquant que la dépouille est un bien, c'est une copropriété familiale inviolable et sacrée. Alors effectivement, on a cette notion de sacré, cette notion d'inviolabilité qui est assez particulière, mais qu'on va retrouver à travers notamment le droit pénal, puisque vous savez que l'ancien code pénal de 1810 ne s'occupait pas du cadavre, il ne s'occupait que de la violation de sépulture, et c'est le nouveau code pénal qui, en 92, entré en vigueur en 94, viendra ériger le cadavre comme étant pénalement protégé, et la dernière pierre à l'édifice sera posée par la loi Sueur, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, est à l'origine d'une seconde loi, après celle de 93, dont nous avons fêté le 20e anniversaire, celle de 2008 qui est venue donner une protection pénale aux cendres, puisque les cendres n'étaient pas juridiquement protégées en dehors de la sépulture. Aujourd'hui, il y a bien une protection particulière, sauf que la protection pénale, qu'il s'agisse du cadavre ou qu'il s'agisse des cendres, est une protection des biens. Et ça, en droit pénal, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on le voit tout simplement aux sanctions. Les choses sont toujours moins protégées que les personnes, et on va retrouver effectivement une atteinte à l'intégrité du cadavre, mais cette atteinte est limitée dans sa sanction. Alors, à qui appartient le corps? Effectivement, ne s'agissant plus d'une personne, mais d'une chose, il y a nécessairement un propriétaire. Alors effectivement, ce propriétaire, on peut se poser des questions assez particulières, notamment sur le vol dans les sépultures, puisqu'on sait que la Cour de cassation, chambre criminelle, en 2000, est venue dire qu'un fossoyeur qui récupérait des dents en or sur un cadavre, qui récupérait des bijoux sur un cadavre, faisait
étaient susceptibles d'être condamnés pour vol. Alors, comme en plus il s'agissait de fossoyeurs municipaux, ils étaient condamnés comme agents publics dans l'exercice d'un service public avec une peine aggravée, mais il demeure que s'il y a vol, c'est bien qu'il y a une propriété, et cette propriété ne pouvant pas être celle du cadavre, c'est effectivement la famille. Donc on n'a pas de difficulté particulière, c'est bien une chose qui appartient à la famille. Mais alors que le propriétaire est, par le droit, annoncé comme tout-puissant, en quelque sorte, il a le droit de faire ce qu'il veut de la chose, de la détruire, d'en percevoir les fruits. Ici, on s'aperçoit que quand on s'intéresse au cadavre, outre le fait qu'il est protégé de façon très très particulière, il doit être traité avec dignité, surtout on s'aperçoit que le cadavre doit être traité avant tout comme l'a voulu l'ancienne personne qui résidait en lui. Et on va retrouver en droit, plus modestement que les avancées philosophiques tout à l'heure présentées, mais on va retrouver une dissociation, c'est-à-dire que quand le défunt était vivant, si j'ose m'exprimer ainsi, il a manifesté sa volonté, et cette volonté, le propriétaire du cadavre va être tenu. Et en fait, on va rechercher systématiquement la volonté du défunt, et même si le corps appartient à sa famille, c'est avant tout le défunt qui va être maître de ce corps, puisque c'est la volonté exprimée par le défunt qui va s'imposer à sa famille. Alors cette volonté va s'imposer d'abord évidemment par la grande loi du 15 novembre 1887. Effectivement, Damien Leguet évoquait il y a un instant son ouvrage sur la crémation. Tout le monde sait que c'est un petit peu la date de naissance de la crémation en France, cette fameuse loi du 15 novembre 1887, et que la première crémation aura lieu 2 ans plus tard au Père-Lachaise. Mais on a manifestement dans cette loi la liberté des funérailles. Rappelez-vous quand même, le monopole des obsèques avait été confié à l'Église par le fameux décret du 23 prairial en 12, et que ici les pouvoirs publics finissent par réagir parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des difficultés dans le traitement de certaines morts. Je n'empiète pas sur des interventions à venir tout à l'heure, mais on va créer une grande loi indiquant qu'on a une liberté des funérailles, on a le droit d'exprimer une volonté qui va s'imposer. Le droit va ajouter, si j'ose m'exprimer ainsi, quelques étages supplémentaires à la fusée, puisque en 2006, on va créer un testament posthume où on va pouvoir désigner quelqu'un pour s'occuper de son patrimoine une fois que l'on est mort. On va créer en 2007 également la possibilité d'intervenir plus tard, et notamment de prendre d'importantes décisions lorsqu'il s'agit finalement de faire cesser la vie artificiellement maintenue par des appareils médicaux. En d'autres termes, on va avoir toute une série d'expressions de volonté, et cette volonté doit être absolument respectée. Alors elle doit être absolument respectée. Le droit pénal est intéressant à cet égard, puisque on a bien, 433-21-1 du Code pénal, on a bien 6 mois d'amende et 6 mois de prison et 7 500 € d'amende si on ne respecte pas la volonté du défunt. Et c'est vrai qu'à la lecture de la jurisprudence, on trouve souvent condamnés des prêtres, on trouve souvent condamnés des maires et AIRE, bien sûr, et condamner des époux ou épouses qui n'ont pas respecté la volonté du défunt qui a été exprimée. Mais à côté de cette volonté exprimée, protégée par le juge pénal, cette volonté est également protégée par le juge civil. Et n'oubliez pas que hier, l'article R321-12, qui est aujourd'hui le R221-7 du Code de l'organisation judiciaire, fait qu'un juge, le tribunal d'instance, tient permanence et il va, ce juge, statuer sur les funérailles. Et on peut saisir ce magistrat si on n'est pas d'accord avec la façon dont les obsèques sont organisées. Et à Lille, nous avons
connu un problème assez important, puisque 3 enfants d'un défunt avaient sollicité une autorisation pour la crémation, et la concubine du défunt et le ministre du culte de la religion que professait ce défunt ont saisi le juge d'instance pour contester cette crémation. Et on a d'ailleurs eu à cette occasion une intéressante jurisprudence qui est allée jusqu'à la Cour de cassation, qui a statué 2 fois. Tout ça s'est fait sur le délai d'1 mois et demi, ce qui vous paraît peut-être très long, mais pour obtenir 2 arrêts de Cour de cassation en 1 mois et demi, je vous garantis que c'est extrêmement rapide en la matière, où la Cour de cassation est venue nous expliquer que pour un musulman, on pouvait très bien ne pas pratiquer la religion musulmane, mais être de tradition musulmane, et la crémation a été refusée parce que le défunt, qui certes n'était pas pratiquant, on avait apporté la preuve qu'il était de tradition musulmane et qu'à cet égard, sa volonté était bien de ne pas faire l'objet d'une crémation, alors même que ses 3 enfants l'avaient manifestement désiré. Et donc, ces enfants, propriétaires du corps de leur père, se retrouvent soumis à une volonté, et même s'ils se trompent sur cette volonté, on va pouvoir obtenir en quelque sorte un porte-parole ou avoir un magistrat qui va trancher sur cette volonté. Évidemment, ce magistrat va avoir un rôle important. Il statue vite, puisqu'il statue dans les 24 heures, nous dit l'article 1061-1 du Code de procédure civile, et appel est interjeté dans les 24 heures par le premier président, auprès du premier président de la Cour d'appel, qui statue immédiatement. Donc on ne peut pas faire plus vite. On a 6 jours, hors dimanche et jour férié, pour organiser les obsèques, mais on a 2 degrés de juridiction qui interviennent en théorie sous 48 heures. Donc on arrive à avoir un droit très très efficace en la matière pour régler des conflits qui sont parfois extrêmement difficiles. 2 ex-époux qui se disputent pour le devenir de la dépouille de leur enfant décédé. Heureusement qu'il existe un magistrat ou un Salomon, vous l'appellerez comme vous voulez, pour trancher ce genre de débat particulièrement difficile, évidemment. Alors, cette volonté, elle va être exprimée, elle peut être exprimée par un testament au sens matériel du terme, mais le juge a une vision extrêmement large, la jurisprudence ayant admis d'autres expressions. Je sais qu'il y a des représentants d'associations crématistes dans la salle. Le seul risque, c'est évidemment le formulaire préimprimé qu'on remplirait avec des cases, etc., qui, là, ne vaut pas testament, et donc ça doit bien être écrit, daté et signé de la main de la personne pour avoir une vraie force probante. Attention à cet élément. Alors, cette volonté va aussi être exprimée de façon beaucoup plus efficace, mais ce fut l'objet d'un autre colloque l'année dernière sur l'île, c'est évidemment la convention obsèque. Je parle de la convention traditionnelle, celle faite chez un opérateur funéraire avec un devis, puisque ça n'est pas une assurance décès, c'est véritablement un convoi d'avance, comme on les appelait avant 1993. Ici, on a une expression de la volonté du défunt qui s'impose. Ça n'est pas la famille qui gère ces questions-là, mais je pense que les professionnels seront bien plus aptes que moi à évoquer ce genre de questions. Si cette volonté n'est pas exprimée, cette volonté va être tout de même recherchée dans ce que je vais appeler une volonté présumée. Alors, le droit crée toute une série de fictions juridiques qui sont, entre guillemets, des présomptions. On va présumer que la chose est ainsi. Alors évidemment, on ne peut s'empêcher de citer la présomption de l'enfant légitime qui est né pendant le mariage, évidemment. On a toute une série de présomptions, et là, on va chercher, finalement, à trouver celui capable d'exprimer la volonté du défunt. C'est-à-dire que cette volonté du défunt, elle n'a peut-être pas été exprimée, mais juridiquement, on va considérer que certaines personnes sont en mesure de la deviner. Alors, l'expression de la volonté du défunt, elle est recherchée, vous le savez, par exemple, sur les prélèvements thérapeutiques. Puisque, à but thérapeutique ou à but scientifique, peu importe, mais la fameuse loi Cavaillé révisée en 1994 et en 2004 est bien venue poser le principe d'un consentement au prélèvement, et ce consentement, on peut s'inscrire sur un registre de refus. Et bien, quand le médecin
chargé de faire les prélèvements n'a pas mention du nom sur le registre, on interroge quand même la famille pour savoir si le défunt s'était ou non exprimé contre. On ne demande pas à la famille si elle est d'accord sur les prélèvements. La seule obligation du médecin est de dire ce qu'il va faire précisément, ce qu'il va prélever, mais on doit rechercher une volonté exprimée. Là, la question est différente. En droit funéraire, on va rechercher la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, c'est-à-dire une personne qui est capable de savoir ce que voulait le défunt. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, Pierre Laribe nous montrera qu'une fois que le corps est dans la sépulture, sortir le corps de la sépulture, c'est assez compliqué, puisque là, la famille fait effectivement barrière, la famille peut empêcher que l'on sorte le corps de la sépulture, alors qu'à l'inverse, ici, ça n'est pas la famille qui a priorité, on ne cherche pas à protéger la propriété de la famille, on cherche la volonté du défunt. Et donc la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles, ça va être le concubin, ça va être un ami d'enfance, ça va être un confident, ça va être toute une série de choses, au mépris même d'une épouse ou d'un époux légitime, au mépris même d'enfants, au mépris de personnes qui ont, entre guillemets, pour rebondir sur les propos de M. Leguet, cette lignée, cette relation de sang avec le défunt, peu importe. Ici, on recherche en quelque sorte le plus proche porte-parole du défunt, celui qui, par une intimité amicale ou une intimité de couple, a pu connaître ses volontés, même si tout le monde est bien conscient dans cette salle que c'est une fiction. On peut très bien vivre 40 ans avec quelqu'un sans jamais aborder ce type de sujet, eu égard d'ailleurs au tabou qu'il constitue aux yeux encore de pas mal de personnes. Et donc, cette recherche de la volonté du défunt va se faire à travers la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles. Et là encore, on peut aller voir le juge d'instance. Mais le juge d'instance, contrairement à ce qu'on peut penser, ne donnera pas forcément la parole à l'épouse légitime et lui préférera sa maîtresse, ne donnera pas forcément la parole aux parents du défunt, il préférera le concubin. En d'autres termes, ici, c'est seulement la volonté du défunt qui est recherchée, qu'elle s'exprime directement ou qu'elle s'exprime à travers ce vecteur, ce médium qui est la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles. On verra dans un instant avec M. Laribe qu'une fois que le corps a rejoint sa sépulture, la question se pose différemment. Et là, on retrouve cette propriété familiale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, effectivement, Damien Leguet vous l'a rappelé, le corps mort n'est plus une personne au sens juridique, mais il fait l'objet d'une protection. C'est le Code civil qui protège le corps humain, d'ailleurs du vivant, qui a précisé que cette protection du corps ne cesse pas avec la mort. Et les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Et d'ailleurs, le Code pénal sanctionne toute atteinte à l'intégrité du cadavre, ainsi que toute violation aux tombeaux, aux sépultures, et depuis 2008, aux urnes cinéraires. C'est-à-dire que les cendres, depuis peu, sont effectivement, elles aussi, l'objet d'une protection. Le devenir du corps en France, enfin du cadavre, il est très précis, très cadré. Deux options sont possibles, soit l'inhumation, soit la crémation. Et des décisions de justice récentes l'ont réaffirmé en refusant de donner suite à des demandes de personnes qui voulaient conserver les corps par le froid, par la cryogénie. Donc, en France, deux options possibles, inhumation ou crémation. Mais en fait, quand on regarde bien, le corps mort n'est pas une entité stable, puisque des modifications physico-chimiques vont le faire redevenir poussière. On le sait depuis longtemps, poussière tu es, poussière tu retourneras. Alors, soit rapidement, c'est effectivement les cendres issues de la crémation, puisque en 2 heures de temps, effectivement, on a ce qu'on pourrait appeler cette poussière, soit plus doucement, puisqu'effectivement, les ossements qui sont issus de la décomposition du corps, c'est ce qu'on va retrouver dans les tombeaux. On parle alors de restes mortels et ossuaires qu'on trouve dans les cimetières où seront réinhumés les restes exhumés. Donc quand on ne parle plus de corps, on parle encore de restes, et ces restes
ont là aussi cette protection qui leur vient du Code civil. Alors, je vais voir assez rapidement les 3 situations possibles. Donc, le principe des sépultures, ce que deviennent les cendres, et puis je parlerai un petit peu plus longuement des concessions dans les cimetières. L'inhumation du corps, c'est une obligation a minima. Elle est assurée, à défaut, par le maire du lieu de décès. C'est-à-dire que le maire va prendre le relais si personne ne se manifeste, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de personne qui aurait qualité pour pouvoir aux funérailles. Dans l'intérêt collectif, le maire a cette responsabilité. C'est important, ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas de mort sans sépulture. Vous verrez cet après-midi avec le professeur Gélis qu'effectivement, certaines catégories de cadavres avaient un traitement à part. Aujourd'hui, en France, toute personne décédée aura droit à une place dans le cimetière. Cette disposition d'intérêt collectif oblige chaque commune en France à avoir son cimetière, et ça depuis la Révolution française et les dispositions du Code civil de Napoléon. C'est un cimetière républicain, neutre, ouvert à tous, sans exclusion. Donc pour être inhumé dans le cimetière, il y a 2 possibilités. Le principe, c'est une fosse individuelle dans le terrain commun du cimetière, qu'on a quelquefois appelé la fosse commune, qui est toujours une fosse individuelle. Il n'y a pas de charnier en France. Ou une sépulture de famille. Je m'étendrai plus loin sur ces notions de concession. Tout ça, c'est forcément dans un cimetière. Mais il est aussi possible en France de prévoir une sépulture sur une propriété privée. Donc, si on revient sur l'inhumation en fosse individuelle en terrain commun, elle est très précise. Le cercueil est inhumé en pleine terre pour une durée minimum de 5 ans. Il est possible, pour des proches, d'identifier la sépulture en posant une pierre tombale. Pas une obligation, mais c'est une possibilité que l'on a. Il faut savoir qu'à l'issue des 5 ans, le corps va être exhumé. On part du principe que la décomposition a eu lieu et qu'il n'y a plus que des ossements. Et ces ossements sont rassemblés dans un reliquaire déposé à l'ossuaire. L'inhumation dans une propriété privée, elle reste possible sous certaines conditions. Il faut que cette propriété soit hors de l'enceinte des zones urbaines, que la sépulture soit à plus de 35 mètres de toute habitation. Une enquête hydrogéologique sera nécessaire et cette inhumation est soumise à l'autorisation du préfet. Ce n'est pas très courant, mais c'est quelque chose qui peut encore se faire. Il faut savoir que cette sépulture, dans une propriété privée, va être assimilée à une concession perpétuelle et va faire l'objet d'une protection, mais en même temps entraîner une servitude sur la propriété, puisqu'on ne pourra pas empêcher des gens de venir se recueillir. Donc le propriétaire ne pourra pas restreindre l'accès à cette sépulture. Si la propriété est vendue, le nouveau propriétaire devra conserver cette sépulture en l'état, devra l'entretenir et n'aura pas la marge de manœuvre pour pouvoir supprimer cette sépulture, puisque, comme l'a évoqué Damien Dutrieux, ce sont les proches parents qui auront eux seuls la possibilité de demander l'exhumation des corps. S'ils ne demandent pas l'exhumation des corps, cette sépulture va rester à perpétuité. Donc, je vous parle d'inhumation, d'exhumation. Un petit rappel, donc l'inhumation ou la crémation, on l'a vu, relève de la volonté du défunt quand elle est exprimée, ou à défaut de ce que dira la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles, qui peut être un proche, mais qui peut aussi ne pas être un proche. C'est le juge qui sera amené à trancher dans certains contentieux. Et je vous l'ai dit, à défaut de personne, c'est le maire, dans l'intérêt public, qui prend cette initiative. La gestion des sépultures dans les cimetières relève du maire et aussi du concessionnaire ou des ayants droit, j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'exhumation des restes inhumés, quand elle ressort d'une initiative individuelle, elle relève à nouveau de la famille, du proche parent, donc on a vraiment ce lien avec les héritiers, avec la lignée. Voilà rapidement pour ce qui concerne l'inhumation et la sépulture. Sur les cendres font l'objet d'une protection similaire à celle du corps. Ces dispositions récentes, c'est la loi de décembre 2008, implique que les cendres soient considérées dans leur globalité. Il n'est plus possible aujourd'hui de partager les cendres et leur destination est clairement encadrée par la législation. Leur destination est encadrée par la législation, mais relève soit de la volonté du défunt, si elle est exprimée, soit du choix de la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles. Et effectivement, on peut se trouver devant des contentieux par rapport à des parents
qui se verrait privé de la décision des cendres qui appartient à la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles. Les cendres, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, en leur totalité, soit les cendres sont conservées dans une urne, et cette urne va rejoindre ce que j'appelle une sépulture. Cette urne peut être inhumée dans une concession de famille, elle peut être aussi scellée sur un monument, donc dans un cimetière, ou éventuellement dans une sépulture qui existe sur une propriété privée. Elle peut aussi, cette urne, être déposée dans une case de columbarium. Les columbariums, on les trouve dans les cimetières ou dans les sites cinéraires aménagés par les communes ou les crématoriums. Si je vous parle de sépulture, c'est que cette urne est aussi susceptible d'exhumation. Et dans ce cas-là, l'urne exhumée sur demande du plus proche parent, on voit revenir le proche parent, va rejoindre soit l'ossuaire qu'on trouve dans le cimetière, où les cendres vont pouvoir être dispersées dans l'espace de dispersion aménagé dans le cimetière. Voilà pour les cendres conservées dans l'urne. Les cendres peuvent être aussi, toujours dans leur totalité, dispersées. Alors dispersées soit dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, elles peuvent encore être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Il n'y a pas de définition précise de la pleine nature, on peut considérer que c'est un espace naturel non aménagé. Voilà ce que dit une circulaire, et il n'y a pas, à ma connaissance, peut-être que Damien Neutrieux me démentira, de jurisprudence sur des contentieux de pleine nature. C'est peut-être des choses qui viendront dans les années à venir. Une précision, quand on parle de dispersion de cendres, c'est une particularité parce qu'il n'y a plus de lieu. Et effectivement, même si l'espace de dispersion peut être aménagé, peut être visualisé, identifié, il n'y a plus de lieu. Quant à la dispersion en pleine nature, là aussi, difficile de parler de lieu. Mais la loi a obligé à une traçabilité. C'est-à-dire que si les cendres sont dispersées dans un cimetière, le nom du défunt doit être conservé dans un dispositif adapté. Ça peut être un mur, une plaque sur laquelle le nom du défunt va être gravé, ça peut être une borne informatique, ça peut être un registre. Il n'y a pas de précision. L'idée, c'est de garder une trace qui soit accessible aux personnes qui vont dans le cimetière. Pour la dispersion en pleine nature, comment se fait la traçabilité? Elle se fait de façon un peu surprenante. La loi oblige à ce qu'il y ait une déclaration faite à la mairie du lieu de naissance du défunt, et cette mairie doit enregistrer dans un registre que la personne qui est née dans cette commune a fait l'objet d'une crémation et que les cendres ont été dispersées en pleine nature. Ce qui permettrait, dans le cas de recherche généalogique par exemple, de retrouver cette trace. Elle est un petit peu surprenante parce qu'elle est loin d'être évidente, mais c'est une exigence qui existe. Voilà sur ce que l'on peut dire rapidement sur les cendres, avec là, encore une fois au départ, la volonté du défunt ou de la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles, dans tout ce qui est la crémation et la dispersion, et dans la conservation des cendres dans une urne qui vont être inhumées, la possibilité pour les proches parents de pourvoir à l'exhumation. Autre possibilité, les concessions, ou ce qu'on appelle les sépultures de famille. Alors c'est une notion assez complexe, puisque ces concessions sont des exceptions à la règle de la fosse en terrain commun. Si on revient sur la définition de l'article L2313 du CGCT, il est dit que lorsque l'étendue des cimetières le permet, ce qui veut dire qu'une commune n'est pas obligée de proposer des concessions finalement, même si c'est tellement généralisé qu'on a l'impression que c'est obligatoire, hein, si l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut également être concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. On est dans de l'optionnel. Même si, dans la pratique, c'est tellement répandu qu'on pense que c'est la règle, c'est au départ de l'optionnel. Concrètement, la concession, c'est le droit d'utiliser une parcelle du terrain communal du cimetière pour inhumer cercueil et urnes et l'aménager à cette fin avec des caveaux ou des monuments. Il ne s'agit pas d'une propriété foncière, on n'est pas propriétaire du terrain, on est propriétaire du droit, mais cette notion est assez complexe à saisir. Une précision, un concessionnaire, c'est forcément une personne physique, puisque la concession est destinée à recevoir le corps du concessionnaire, de ses descendants ou successeurs. Il n'est pas envisageable qu'une personne morale, une association, une entreprise puisse être titulaire d'une concession. Et c'est le concessionnaire qui va décider de l'utilisation et de la destination de la concession.
Donc, la législation distingue des catégories de concessions selon leur durée. On a des concessions temporaires jusqu'à 15 ans, trentenaires, cinquantenaires. Elles sont renouvelables à l'échéance. On peut encore trouver des concessions perpétuelles en France, chaque commune choisissant le type de durée qu'elle propose. L'usage, parce que les textes ne disent rien, distingue 3 types de concessions. Les concessions individuelles, destinées à ne recevoir qu'une seule personne, cercueil ou urne. Une concession nominative et une concession familiale. La concession nominative, elle ne peut accueillir les corps ou les restes que des personnes désignées par le concessionnaire, soit désignées nommément, les noms sont donnés in extenso, soit de façon descriptive, c'est-à-dire que je peux choisir une concession pour moi et une certaine catégorie de personnes. On pourrait imaginer une femme qui dit « je veux une concession pour moi et mes filles uniquement. Si j'ai des garçons, je ne les veux pas ». Ce serait possible. Donc là, tout va dépendre de la façon dont l'acte est rédigé. Et puis la troisième catégorie, c'est la concession familiale ou de famille, qui peut accueillir les corps et les urnes des personnes qui répondent aux critères de descendants ou de successeurs du concessionnaire. C'est une définition très large. Elle peut aussi accueillir le corps de personnes qui ne sont pas des descendants ou des successeurs, mais qui ont un lien d'affection avec le concessionnaire. Le concessionnaire dira bah oui, je veux bien, je sais pas, moi, mon copain de régiment, on ne s'est pas quitté depuis cette période-là, quand il mourra, il n'a pas de famille, ben moi je lui fais une place dans ma concession. C'est quelque chose qui est tout à fait possible si le concessionnaire le décide. Une précision, ces concessions nominatives ou familiales, elles ont un certain espace, un certain volume, donc on a le droit d'y être inhumé à condition qu'il y ait de la place dans la concession. Si la concession est pleine, le droit que je peux avoir ne sera pas réalisable. Juste une petite remarque rapide, les concessions nominatives et les concessions familiales, il n'y a pas de normalisation de l'acte de concession. Et certaines rédactions peuvent être ambiguës. Une mairie a considéré qu'un acte de concession que la famille pensait être familial, rédigé pour le concessionnaire, son épouse et ses enfants, ne permettait pas d'inhumer les conjoints des enfants, voire même ne permettrait pas d'inhumer les petits-enfants, puisque le concessionnaire avait dit « moi, mon épouse et mes enfants ». Donc là, on est devant des soucis d'interprétation qui posent quelquefois des difficultés pour les familles. En synthèse, sur le devenir des corps et des urnes inhumées, donc l'inhumation coule de droit si le défunt ou les restes répondent aux critères d'éligibilité pour rejoindre une sépulture, dans la limite de l'espace disponible. Si le défunt ne répond pas à ces critères, son inhumation est soumise à l'accord du concessionnaire ou de ses ayants droit. Une chose intéressante, la volonté du défunt reste importante. Si j'ai une place dans une concession mais que je ne veux pas y être inhumé, et que j'exprime cette volonté, je ne serai pas inhumé d'office dans cette sépulture, même si je peux y avoir une place. Si je parle d'inhumation, on avait aussi parlé d'exhumation. Donc l'exhumation des restes mortels peut relever d'une initiative individuelle, elle doit émaner du plus proche parent ou des plus proches parents, et cette demande ne doit pas être en contradiction, encore une fois, avec les volontés du défunt. Un maire a déjà refusé une exhumation à des enfants qui voulaient exhumer le corps de leur père qui était dans une concession perpétuelle, en disant « mais attendez, votre père a choisi une inhumation dans une concession perpétuelle qu'il a achetée, sa volonté c'était d'y être. Donc vous n'avez pas à demander son exhumation, vous allez contre ses volontés. » Les restes exhumés doivent forcément rejoindre une destination réglementaire ou légale. Donc soit les restes inhumés vont être réinhumés dans cette sépulture ou dans une autre sépulture, éventuellement peuvent faire l'objet d'une crémation, si ça n'est pas en opposition avec les volontés du défunt. Les cendres rejoindront soit une sépulture, soit un espace de dispersion. L'exhumation peut aussi relever de l'initiative du maire, et cette fois on est dans l'intérêt collectif, c'est dans le cas de concessions échues et non renouvelées, ou des concessions dont le maire a constaté l'abandon. Le maire décide de l'exhumation des restes, sans avoir à demander à qui que ce soit, et ces restes, eux, vont forcément rejoindre l'ossuaire. L'ossuaire, donc, puisque je vous en parle, c'est un emplacement aménagé à perpétuité dans le cimetière. Depuis 2008, le maire peut faire crématiser les restes exhumés lorsqu'il reprend des sépultures, sous réserve que le défunt n'ait pas exprimé d'opposition à la crémation.
Une opposition connue ou attestée du défunt ne permet pas au maire de faire crématiser ses restes. Donc il y a lieu d'aménager dans l'ossuaire un espace où seront déposés de façon perpétuelle les restes des personnes opposées à la crémation, qui ne risquent pas de faire l'objet de crémation. On a donc là une protection des restes. Les restes des personnes qui n'ont pas opposé d'opposition peuvent éventuellement faire l'objet d'une crémation. On revient finalement sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur les poussières, qui vont être un petit peu accélérées. Et ces restes vont forcément rejoindre soit l'ossuaire, conservé dans les urnes, soit l'espace de dispersion aménagé dans le cimetière. En conclusion, moi j'aurais envie de dire que les restes mortels appartiennent, entre guillemets, à la collectivité comme les êtres humains appartiennent à l'humanité. Le cimetière, en France, est leur localisation finale, à l'exception des cendres dispersées en pleine nature et des sépultures en propriété privée. Et finalement, ce cimetière, cet endroit où l'on dort, c'est ce que signifie le terme en grec, rassemble les restes du défunt pour un repos éternel. Et les juges, quand ils sont confrontés aux contentieux sur les sépultures, n'oublient pas cette idée, puisqu'ils s'appuient la plupart du temps sur un adage qui dit que la paix des défunts ne doit pas être troublée par les dissensions des vivants. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire, et je suis avec Damien.